Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Au programme de cette émission, on va parler forcément du Classico, l'avant-match en première partie, les paris FCM en deuxième partie. Un gros débat sur le Classico. Est-ce toujours le match le plus important pour l'Olympique de Marseille, pour les supporters, pour la presse? Et puis un petit débat sur Liadji. Eh oui, Liadji, il signe pas, c'est signé, c'est pas signé, ça va signer, quand ça, on sait pas. On va en parler dans cette émission avec Beka qui est avec nous. Bonjour. Ça va Beka? Ça va, impeccable. C'est une première pour toi sur le plateau de Débat Foot Marseille. C'est une grande première et une grande fierté parce que je suis un fidèle spectateur. On est là entre potes. Regarde, tu as Sergueï à côté de toi, alias Mathieu. Salut, il m'a dit qu'il m'avait attaqué un peu sur les réseaux là. Ouais. Mais qui ne t'attaque pas en fait? C'est ça. Mourad et toi, vous me défendez. C'est agréable. Voilà. Parce que Mourad Décrypte est Mourad avec Décrypte, nous. Voilà, ouais. J'ai changé mon nom à la mairie, j'ai changé. Art, ça passait mal, les gens n'arrivaient pas à le prononcer et tout. Décrypte, c'est plus simple. Décrypte, voilà. c'est vachement bien en fait. Mais on le retrouve en pleine lumière parce que là, dans Mourad Décrypte, il est un peu dans l'ombre et tout. Là, ça y est, il sort du bois. Voilà, c'est la nébuleuse, on nous dit, on nous cache tout. Mathieu du journal de l'équipe, Beka d'Olympien. Ça, tu fais partie aussi Ouais, c'est un peu du. Ah, c'est votre podcast là, ouais. Du talk, oui. Voilà. On débriefe les matchs Non, c'est le talk, quoi. C'est souvent le pas lendemain. podcast. Le lundi, et c'est aussi sur Football Club de Marseille. Eh oui. Allez, on attaque tout de suite. Eh ouais. Sa franchise, il y a des franchises. Qu'est-ce qu'il nous passe sur Il y a des Football franchises. Tout est sur Football Club de Marseille maintenant, sauf certaines interviews de joueurs de l'Olympique de Marseille ou autres. Mais vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. On va passer tout de suite à l'avant-match. Et oui, l'Olympique de Marseille monte à Paris dimanche pour affronter le PSG. On va essayer de parler de ce match. Est-ce qu'il a un intérêt toujours? Ça sera le gros débat. Là, on se fait l'avant-match. Petit point classement déjà pour commencer. Paris est premier en tête du championnat, 24 points. L'Olympique de Marseille est quatrième avec 16 points. On joue encore le titre ou pas du coup? Potentiellement, Il y a 3 semaines, on jouait le titre. Non, Du coup, s'il y a victoire, pourquoi pas. on relance la course au titre. L'OM est à 3 points de la seconde place, à 1 point de la troisième place occupée par Reims. Et puis, si on regarde en fait nos fameux concurrents directs pour le podium au départ, Supposé. supposés, c'est Lyon qui est à 6 points, c'est Monaco qui fait un début de saison catastrophique, mais qui est qu'à 4 points. Et Saint-Etienne, pareil, qui a déjà viré un entraîneur, ils sont qu'à 2 points. Et puis t'as Lille qui est à 1 point de Marseille, donc tout est vraiment resserré. Messieurs, sur ce match déjà, est-ce que l'OM a une chance? C'est la question qui tue d'entrée. Moi, je suis direct. Est-ce que l'OM a une chance pour ce match? Après, sur un match, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Tout dépend de la manière avec laquelle ils vont aborder le match. Ouais. Mais il ne faut pas y aller des vétistes, non. Non? Non, je pense pas. Quand tu as écouté Villas-Boas, tu te dis pas, tu te dis que c'est quoi? Il essaie de dédramatiser ou Moi, eux-mêmes sont conscients que bon, ça fait. C'est un peu le gros débat. J'ai pris comme un discours de façade. Pour essayer de désamorcer le Classico. Il en a vécu d'autres et puis c'est le message qui passe en façade. Mais après, devant ses joueurs et sur la motivation, la façon d'aborder, je pense pas que ce sera la même. Est-ce qu'une victoire de l'Olympique de Marseille, c'est possible? Oui, c'est possible. On voit que Reims a réussi à gagner au Parc des Princes avec un jeu à la rémoise, c'est-à-dire c'est plus les corners à la rémoise et Copa devant, mais c'est un bloc bas et puis des transitions rapides. Ils ont bien défendu et ils ont été ultra cliniques sur leur contre-attaque. Donc c'est sûr que ils ont fait cette victoire-là. Après, c'est vrai que Paris pour moi c'est quand même quasi apprenable chez eux en tout cas. Tu vois qu'à domicile, tu peux les embêter, on l'a vu ces dernières saisons. L'an dernier, tu n'étais pas loin du match nul. Il y a 2 ans, tu étais pas loin de la victoire. Donc tu peux les embêter à domicile, à l'extérieur, chez eux. Ils perdent quand même extrêmement rarement. Même en étant repliés, ils trouvent des solutions. Ils vont avoir Mbappé qui va rentrer là dans le 11. Donc ça va être quand même compliqué. Après, pour Villas-Boas, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il va préparer
des petites filouteries tactiques. Ouais. Et voilà, il va préparer un plan de bataille et il va bien bosser. Et aussi, effectivement, il est dramatique parce qu'il a raison je de. te coupe juste sur ce point-là, parce que Mourad a raison, on rentrera dans le détail Oui, de pardon. ça dans le cours débat. Non, mais c'est ma faute, c'est moi qui est dans Si je suis pas là pour le contrôler, il fait n'importe quoi. Mourad, est-ce que l'OM a des chances sur ce match, comme Reims par exemple? On a préparé les paris FCM ce matin. Donc la cote de la victoire, c'est quoi déjà? Non, c'est est-ce que Paris va marquer? Ouais. Elle est à 1,01 dans le match. Donc je pense c'est que fou ça comme cote, non? je pense que ça dit. C'est une belle cote. Après, ils marquent Non, mais quasiment tous leurs matchs. c'est un match, on en a déjà parlé lundi, c'est un match un peu fatigant. Franchement, bon, c'est un match qui me fatigue avant de le jouer. C'est le match des trolls, comme j'ai. C'est parce que tu t'as dit Reims a battu l'OM, etc. Donc logiquement, sous cette vidéo, il devrait y avoir plein de supporters parisiens qui disent toujours à se plaindre du budget. Reims a battu l'OM aussi, sauf que Thiago Silva, il se dit pas avant de jouer Reims, c'est un gros match pour les supporters, il faut bien le jouer, etc. Qu'il y a un contexte qui va avec ce match. Donc le contexte de ce match, il me fatigue d'avance et l'OM a très peu de chances de faire un résultat sur un malentendu, qui sait, ou sur un... Moi, juste sur le contexte, je trouve que quand même depuis pas mal d'années, on nommait un contexte ici, mais à Paris, ils jouent ce match-là souvent comme un autre. Et Mbappé l'avait. Comme un autre non plus, tu vois. Non, mais Mbappé l'avait dit. Mbappé l'avait dit après le 2-2. Ouais. Et moi, j'ai vu des mecs, honnêtement, qui sont venus un peu en touriste, genre sous l'époque aussi Mota. Alors pas Ibrahimovic parce qu'il a toujours joué ses matchs à fond, mais un mec comme Mota, tu le voyais vraiment parfois à 50%. Une fois, il avait pris un rouge en esquintant notre ami Valbuena et provoquant un péno aussi. Des fois, tu te dis... en plus, tu te dis, ce match-là, on l'avait perdu à 11 contre 10. Non, ça, c'était Il y a quand même beaucoup de matchs mais justement, où on se dit, il y a un peu moyen de les titiller et tout. Et certains clubs y arrivent. Donc, il y a moyen de les titiller, sauf que tu vois, je pense que le moment où ils s'endorment un petit peu, ils se disent, oh merde, on va perdre ce match, bon, c'est pas grave. Contre Marseille, ils se disent, il y a quand même une exposition médiatique qui est tout autre. André Villas-Boas qui m'appelle. Ah, André. Comme d'habitude, la seule personne qui met pas son téléphone. Vas-y, je t'ai coupé, moi, de continuer. Mais t'as quand même une exposition médiatique qui est tout autre. T'as quand même des supporters qui se font entendre un petit peu auprès de joueurs comme Thiago Silva, justement, qui est là depuis 2012, qui sait un petit peu que pour s'offrir la paix des braves, une victoire contre l'OM. D'ailleurs, Thiago Silva, il a toujours été monstrueux contre l'OM. À chaque fois, je me dis, c'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai qu'Mbappé, par exemple, lui, c'est le genre de mec qui va... Tu peux être sûr qu'il a coché ce match-là dans son top 10 de la saison. Ouais. C'est ça la grande différence entre jouer Reims et jouer l'OM pour le PSG. C'est que l'OM, ils savent que s'ils font une bonne performance là, ça va être bien vu par les supporters. Ça va être bien plus mis en avant parce que forcément, il y a une mise en avant extraordinaire de ce match. Il y a quelques années, je me souviens que... Je crois que c'était l'OM qui avait communiqué sur le fait que le match était retransmis dans plus de, je sais plus combien de pays, en direct, etc. Donc il y a tout ça. En fait, c'est une exposition. Après, forcément, sur le niveau, est-ce que c'est bien différent de jouer Paris ou de jouer Reims ou l'OM pour Paris? Je pense que vu le gap entre toutes les équipes, pour eux, la différence n'est pas si énorme, mais voilà, j'ai l'impression que le relâchement, même s'il peut être passager, on se souvient aussi de Neymar qui arrive en retard pour le premier ou le deuxième Classico de Garcia au Vélodrome, celui où on fait 2-2 là. Il y a un relâchement qui peut être temporaire, mais au bout d'un moment, t'as l'ambiance, t'as le truc et le fait qu'il... Oui, au parc, le relâchement, il est quand même moins... Ouais, et puis en plus, au parc, il est moins au parc, c'est vrai important, qu'ils sont là, ouais. Alors, une défaite, ça changerait quoi pour l'OM, messieurs? Tout à l'heure, je vous ai donné un petit peu le classement. Déjà, ça pourrait jouer pour la suite du championnat, d'un point de vue comptable, mais aussi d'un point de vue psychologique, tu penses? Ou pas du tout? Non, je pense pas. Sur le début de saison, on l'a vu. Sur la dernière série, une victoire sur 5 matchs, puis on se retrouve au pied du podium. Donc je ne pense pas que c'est forcément une incidence. Après, psychologiquement, au niveau des supporters, bien entendu, ça reste une défaite contre Paris, contre le rival, entre guillemets. Enfin bon, il y en a combien là d'affilée des défaites? Ça fait 18 matchs que l'OM n'a pas battu Paris. Ouais, mais bon, 18 après, matchs sans victoire, ça après, commence à faire, quoi. je vais dire une palissade, ça reste 3 points au bout du compte. Donc, Oui. après, il n'y a rien qui change.
j'aurais plus en travers de la gorge une défaite Sauf que derrière, il y a d'autres matchs aussi. contre Amiens que la défaite contre Paris. Mathieu, ça peut avoir une incidence sur la suite? Peut-être ça dépend quel type de défaite aussi? Par exemple, ouais, après, si jamais tu peux aller chercher un match nul, ça peut être un truc qui te soude un peu, ça serait peut-être pas mal. Après, ça dépend de la défaite. Après, tu rejoues vite aussi, hein, donc faut voir l'enchaînement Monaco et Lille. Donc, c'est dur à dire, franchement, à part le point de vue comptable. Alors là, le point de vue comptable, bah, c'est ce qu'on se disait avant ce week-end, quoi. Tu peux, là, t'es repassé 4e, tu peux repasser 8e, quoi, ou 9e. C'est tellement serré que Saint-Étienne peut te repasser devant, quoi. C'est quand même, c'est quand même surréaliste, quoi. C'est dingue. C'est surréaliste. En plus, Saint-Étienne qui gagne sur le gong des matchs où ils sont quand même pas brillants. Ils étaient à l'agonie il y a... Et puis là, leur victoire à Nîmes et même à Bordeaux, ils sont dominés. Hein. C'est l'adversaire qui est plutôt méritant. Hein. Donc, c'est incroyable ce championnat. Je suis Est-ce que marqué, ça peut changer quelque chose pour la suite? Parce qu'il y a d'autres confrontations. Donc psychologiquement, une défaite, ça dépend du comportement. Ça dépend de comment tu te comportes là-bas aussi. Je sais même pas, je sais pas, parce que oui, il y a... Ça n'aura aucune incidence en sur fait, toi, je pense que si... En fait, je pense que, un peu aussi dans la déclat de Villas-Boas, il se dit, bon, si on se prend une valise, je pense que ça doit être chiant à préparer ce genre de match, parce que tu sais que tu peux te prendre une valise, et que si tu te prends une valise, le mec, il rame pour construire un équilibre avec des absents, avec des trucs. Et là, si tu te prends une valise, forcément, ça a une incidence, même si c'est contre Paris, etc. Et puis après, il y a aussi les défaites encourageantes. On les a vues, des fois, on en a eu des défaites encourageantes, et puis après, ça relâche aussi un truc. Ouais, c'est donc, ça. Ce match, il est chiant. Sous Mitchell, les 2 fois, c'est des défaites 2-1, si je dis pas de bêtises. Qui sont avec plutôt Barada qui rate un penalty Barada qui rate un péno au parc, donc c'est plutôt des matchs encourageants. Et derrière, ça ne relance pas l'équipe. Tu vois, Mitchell, en plus, son équipe était plutôt pas mal sur les gros matchs, mais ça ne relance pas. Par contre, quand avec Garcia, en février-mars 2018, tu prends 2 fois 3-0, si je dis pas de bêtises. 2 fois 2-0. 2-0. Non, il y a sur un 3-0, il y a un 3-0, peut-être en Coupe de 3-0. France, ouais. Peut-être 3-0. Non, je crois que c'est 2 fois 3-0. Hein. Ah oui, non, Quand c'est Neymar possible se en blesse, fait. tu sais. Ouais. Non, c'était avec Bob qu'on avait fait 2 fois 2-0. 2 fois 2-0 avec Bob. Mais justement, 2 fois 2-0 avec Bob en 2013 et 2 fois 3-0 avec Garcia dans la foulée. Oui, mais ça n'a pas plombé ta saison. Non, les 2 fois. Ouais. Les 2 fois, ça n'a pas plombé ta saison. Tu es reparti comment? Alors, il y a eu un petit match difficile contre Nantes après au Vélodrome pour Garcia, où tu fais un partout, mais après tu repars tambour battant et tu fais une saison très très honorable avec la finale de Ligue Europa et la 4e place. Donc, tu vois, c'est très aléatoire, quoi. Ouais, ce match, il est juste chiant à comprendre. En fait, tu sais plus ce que c'est, quoi. Franchement, ça, il m'enquiquine ce match. Ça se termine. Ouais, vraiment, j'ai hâte d'être lundi. Enfin, mardi même. Du côté de Paris, on va s'intéresser un petit peu au compo d'équipe probable. Du côté de Paris, probablement 4 absents. Alors déjà 2 de sûrs. Neymar et Idrissa Gueye. Non, plus Meunier, je crois. Non, sûr, tu vas avoir Neymar et Meunier. Après, Idrissa Gueye, c'est très incertain. Il devait peut-être reprendre un entraînement aujourd'hui particulier. Et Herrera est préservé aussi, quoi, pour l'instant. Donc probablement, potentiellement 4 absents. Ça change quoi dans cette équipe, selon toi, Mathieu? Rien ou quand même? J'ai envie de te dire que sur ces absents, l'absent peut-être le plus chiant pour eux, c'est Idrissa Gueye. Ouais. Mais encore une fois, Idrissa Gueye, j'aurais bien aimé qu'il soit plutôt pas là au match retour à un Vélodrome où l'OM allait plus avoir le ballon et attaquer. Et là, il va être chiant, tu vois. Là, dans un système où ils vont avoir le ballon tout le match, enfin une bonne partie du match, c'est plus un Verratti, tu vois, qui leur ferait défaut, qui leur ferait mal, quoi. Ouais. Donc j'ai envie de te dire Gueye, et après, la défense, il va mettre Dagba à la place de Meunier. Dagba qui revient. Au milieu, il a un petit peu de matos quand même avec Verratti, Paredes, Marquinhos. Et puis devant, il n'y a pas de problème, quoi. En fait, c'est ça qui est embêtant. Devant, de toute façon, il y a Cavani qui joue même pas. C'est quand même bon, non. En fait, ce qui est Neymar, très embêtant, en fait, y a pas Neymar, moi, je trouve que quand Neymar, moi, je vais te dire très franchement, que je trouve que quand il n'y a pas Neymar, par exemple, on voit 10 fois plus Di Maria, qui est un joueur absolument. Moi, c'est le joueur qui m'impressionne le plus à Paris, tu vois, dans sa finesse technique et tout, technique. Donc, tu vois, il n'a pas toujours été comme ça non plus à Paris. Pas toujours, mais justement, je trouve que quand il n'y a pas Neymar,
il a quelque chose, quoi, tu vois. Enfin, il se libère, il se lâche et tout, donc je vois pas de trop de problèmes sur Neymar. Ce qui est embêtant avec aussi ce qui m'embête vraiment sur ce match, c'est que Mbappé a très envie de jouer. Et ça, c'est embêtant, quoi. Parce il revient de blessure. Ça fait 2 fois qu'il voulait être titulaire. Là, il a fait sa déclaration un peu melon, tout ça. Bon, c'est Mbappé. Et le problème, c'est qu'il a très envie de jouer, quoi. Ça m'embête, ouais. C'est tout melon, en fait, je sais pas trop, mais c'est. Ça m'embête, quoi. Après, il peut peut-être se perdre justement de temps en temps. Mbappé peut avoir tendance à trop vouloir en faire. Donc on va prier que ce soit sur ce genre de truc. Mais moi, ça m'embête un petit peu parce que sur son talent, malgré tout ce que j'ai à lui reprocher, il peut nous exterminer, quoi. Le problème de Mbappé, c'est qu'il est chiant parce que tu peux pas jouer pareil avec, quoi. Et ça, Villas-Boas, il avait peut-être prévu des plans avec ou sans Mbappé, quoi. Et là, le problème avec Mbappé, c'est que tes centraux, ils peuvent pas monter comme par exemple comme là contre Strasbourg. Ça, c'est interdit. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un tampon d'entrée à la Lucho? Non, mais c'est pas possible de voir Caleta Car combiné avec Radonjic contre Paris, parce que tu as Melonman derrière, si tu veux, il va vite. Donc, et tu te ferais prendre. Regarde, rappelle-toi avec Camara l'an dernier. Donc, non, Mbappé, sur ça, il te rend fou, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je reçois décidément beaucoup de messages en ce moment. Ouais, ça fait voilà, le mode avion, ça existe sur ton téléphone, sinon. C'est JHE là qui t'écrit là. Ouais, tout à fait. On me dit justement, JHE qui me dit, vous inquiétez pas, on aura un fighting spirit irlandais impressionnant. Assez impressionnant. Non, ça c'est McCourt, ça. Ouais, mais ils vont être habités de ce fighting spirit. Le fighting spirit, c'est McCourt. Habité d'un fighting spirit assez impressionnant. Est-ce que justement, le fighting spirit, bon, pas à l'irlandaise, mais à la marseillaise, ça peut jouer sur ce match? Après, on est obligé de se défendre avec nos armes. C'est pas les mêmes armes. Je parlais du tampon de Lucho. Est-ce que tu vois, est-ce que c'est un petit peu ça aussi qu'il faut avoir sur le terrain? Encore la palissade, les premiers duels sont primordiaux. En gagnant les premiers duels, on prend confiance, puis à partir de là, on n'aborde pas le match de la même manière. Que si sur les premiers ballons, on est en difficulté, ou si par malheur, on prenait une but rapidement dans le match, c'est plus du tout pareil. Mais est-ce qu'on a les hommes pour ça? C'est plus que le fighting spirit, c'est plus l'intensité, le pressing que tu mets. Et sur ça, le 2-2 qu'ils avaient réalisé au Vélodrome, les Marseillais étaient vraiment une belle leçon de comment tu canalises ce fighting spirit. Parce que de toute façon, tu vas pas faire un tacle à la Dimeco, tu vas encore te prendre 3 matchs de suspension. Donc non, c'est comment tu canalises ça dans des façons de presser, d'isoler les porteurs de balles parisiens. Et sur ça, encore une fois, ce 2-2, il était vraiment bien parce que tout le monde était dans cet esprit-là, dans cette cohérence. Par exemple, côté droit, c'était Sakai, Thauvin, Zambo. Et ces 3-là arrivaient à tomber sur Neymar systématiquement, tu vois, pour l'empêcher de créer. Donc voilà, c'est ça qu'il faudra essayer. Et je pense que Villas-Boas ira sur cette intensité tactique, en fait, notamment quand ils perdent le ballon. Plus que sur mettre des coups, quoi. Non, mais même plus que ça, moi je pense face à Paris, en fait, tu es face à des joueurs de classe mondiale et il faut faire le match parfait. C'est-à-dire que tu ne rates pas d'occasion. Tu n'as pratiquement pas le droit d'en rater parce qu'eux, ils en ratent pas beaucoup. Tu vas avoir 3 occasions et il faut en marquer une ou deux. Voilà, parce que par exemple, justement, le match le plus abouti, sans doute qu'on ait fait, il y en a un ou deux autres, tu vois, avec l'OM de Bielsa qui va au parc, il domine le PSG en première période, sauf que à la 41e minute, Benjamin Mendy, il oublie Lavezzi, il semble dans son dos, et boum, c'est fini. Et l'OM a tapé la barre, a eu des occasions, a eu des situations où à un moment, Payet, il se retrouve pratiquement en face à face, il temporise, ça t'as pas le droit face au Vélodrome. L'OM avait tapé la barre, tu vois, je me rappelle même. Ou le poteau sur corner de Gignac de la tête, et pareil, le 2-2 de Garcia, tu mènes 2-1, tu as cette énorme occasion sans son Sarr, tu rates ça, et derrière tu es puni. En fait, et les buts que tu mets, tu as une frappe de Luis Gustavo qui est parfaite, et que tu mets pas à chaque match, et puis tu vois pas le jour, et puis d'un seul coup tu as une occasion de Thauvin et tu la mets. Donc il faut faire le match parfait, si tu as une occasion, il faut la mettre. L'Olympique de Marseille qui récupère... Belle la palissade d'ailleurs. Dimitri Payet. Ça change quoi pour l'Olympique de Marseille? Voilà, on est sur le ça change quoi dans ce... Ça va changer effectivement la phase du jeu de l'OM. On va retrouver peut-être un peu plus de fluidité, de passes dangereuses, parce que tu vois, plutôt que ces séquences un peu de possession parfois stériles qu'on a vues ces derniers matchs, on va retrouver un peu plus de
de verticalité, de passes dangereuses, parce qu'il sait trouver ces espaces, ces angles-là qui sont mortels. Mais sur le Classico, j'ai créé ça ce matin, c'est pas le joueur qui a jusqu'ici beaucoup montré sur un Classico. Il y a des joueurs de Classico, par exemple, on va les citer, Gignac, André Ayou. Plus récemment, je ne sais pas s'il y en a un qui vous vient à l'esprit, mais moi j'ai au moins ces deux-là. J'ai des mecs comme Gignac ou André Ayou qui sont impeccables sur remonte Lucho aussi. Ou Lucho, c'était pas le même niveau encore à l'époque. C'était pas le même niveau. Ça commence à dater. Ça remonter, Puis ils n'avaient pas encore le Qatar complètement, mais même il n'y avait pas le Qatar pour Heinze par exemple. Mais Dimeco aussi. Non mais tu vois, il y a des tu vois, il y a des joueurs de Classico et côté OM pour l'instant, Payet n'a jamais trop brillé sur un Classico. En fait, j'ai ri au début parce que très peu, quoi. Il a fait une passe décisive pour Luis Gustavo, mais c'est une transmission c'est une passe en retrait à la Lopez comme pour les détracteurs de Lopez. Il va être doublement attendu là en plus sur ce match, justement parce que c'est un match. Il revient après une suspension, il a été critiqué par rapport à ça. Et on attend de lui aussi que ça soit un homme dans les gros matchs, ce qu'il est rarement. Ce qui est toujours aussi le truc des mecs qui sont absents, d'un seul coup on les voit plus beaux qu'ils ne le sont, sûr, parce qu'on se dit, parce que Dimitri Payet, ce qu'il apporte, j'ai entendu Becca prononcer tes deux mots préférés, passe clé. C'est ça, c'est-à-dire que ce sont des passes qui amènent des tirs, il met les mecs en position de tirer, donc c'est ce qui peut t'apporter. Après, si t'as pas le ballon, si t'es pas en position de faire il a souvent du mal. Donc on va voir qui on attend vraiment, c'est Benedetto, parce que comme dit Mourad, il faudra marquer sur les occasions. Strootman-Rongier pour essayer de faire l'essuie-glace sans ballon. Et puis Camara, Kaleta Tchar, derrière, va falloir être précis et ne pas faire d'erreur, quoi, et bien contenir le rôle des latéraux aussi, non? Oui, bien sûr, les latéraux aussi, mais c'est vrai que tout le monde va devoir être très attentif. T'es en attente encore, toi, notamment sur des matchs comme ça? Ah ben bien sûr, après techniquement ça reste quand même au-dessus, Dimitri Payet. Puis là, je pense qu'il remplacera Radonjic. Donc je pense qu'il est quand même à même d'apporter plus que Radonjic, même s'il est en progrès sur ce genre de match. Est-ce que justement, Radonjic sur le 11 du coup. Est-ce que justement Radonjic, parce qu'on a beau, moi je le trouve en progrès Radonjic, alors il est exaspérant quand il fait le dribble de trop et qu'il est au 5, tu sais, et on joue des fois avec Malmelo au 5, il est sympa avec moi, il met pas de coup du sombrero, Mais donc il est exaspérant, sauf qu'il crée quelque chose. En fait, il crée de l'animation, il crée du mouvement et il réussit 2-3 petits trucs qui sont embêtants, surtout s'il est bien soutenu, comme lors du dernier match par Sakai et Lopez. Il crée quelque chose et il va vite. Est-ce que dans un match où t'as pas le ballon, la vitesse de Payet et la vitesse de Radonjic, bon, il faut. C'est vrai, ça se discute bien. Après, oui. Après, et puis il est un peu foufou, tu sais jamais sur un match à Paris. Ouais, mais après il est foufou, mais j'ai l'impression que Villas-Boas a réussi un peu à le canaliser. Il a énormément joué en remise, en touche de balle, ce qu'il ne faisait pas avant. Avant, il s'entêtait, il allait tête baissée. Puis après, il a peut-être. C'est stéréotypé. Parce que là, sur les déviations, il a quand même été plus intéressant. On va se faire défoncer en commentaire, je vous le dis. Hein. Vous défendez Radonjic. Ça sera qui, du coup? Ça sera plutôt Germain? Non, mais c'est une bonne question parce que honnêtement, à l'heure où je te parle, je vais pas m'avancer sur la compo parce que je pense qu'il va tenter quelque chose. Pourquoi pas une défense à 3 si Alvaro revient? Pourquoi pas un système en 4-1-4-1, tu vois, assez. Tu penses vraiment qu'on peut partir sur une expérimentation? Ah oui, sur ça, je pense qu'il n'a pas grand-chose. Je pense qu'il se dit vraiment, lâchons-nous, on n'a pas grand-chose à perdre sur ce match. Le match important, c'était Strasbourg. Moi, je vois pas. Au contraire, je me dis, si tu changes de système, tu te mets une pression supplémentaire en non, tant que mais coach, tu vois. quand je dis de système, c'est aussi d'animation, tu vois. Tu peux adapter à peu près ton animation. C'est quelqu'un qui les fait beaucoup bosser à l'entraînement sur différents schémas possibles. Donc je vois bien faire ça. Donc honnêtement, c'est dur de te donner une compo. Peut-être que oui, il va bétonner au milieu avec Rongier, Strootman, Sanson, Payet, tu vois. C'est 4 milieux de voilà. Après, je vois pas. Peut-être que Benedetto devant, tu vois. Et pourtant, tu arrives à donner les compositions d'équipe avant la LFP. Il faudra nous donner comment tu fais. On essaye d'abord de vous les donner dans le journal. C'est quand même.
de vous donner dans le C'est un journal. truc, il y a une top là, quelque part vous avez une top. Non, mais on essaie les compos, en fait, on essaie de les donner quand on peut. Mais tu sais, l'an dernier, il y avait beaucoup de petits taquins qui aimaient bien dire ouais, l'équipe, il donne souvent la mauvaise compo, pas souvent la bonne compo, tu vois. Il faut savoir qu'un mec comme Rudy Garcia l'a donné à 18h, il l'a dit l'autre fois en conférence de presse, il la donne vers 18h, lui, le dimanche, avec cette fameuse phrase qu'on racontait dans le journal l'autre fois, où il est entré dans la chambre des remplaçants. Toc, toc, toc. Alors Valère, prêt à entrer? Voilà, ça devenait un peu un running gag à la fin, un peu sourire jaune, quoi. Chez les mecs qui étaient souvent remplaçants. Et on dirait un film. Rudy, tu sais, il peut être dans les trucs genre 7ème compagnie. Tu vois. Et donc, si tu veux, voilà, donc Rudy, c'était dur de la donner parce des fois, il nous concoctait des surprises dernière minute. Villas-Boas, lui, il donne sa compo le dimanche. Le samedi, il fait pas vraiment de mise en place. Il échange une dernière fois avec ses adjoints. C'est quelqu'un qui change beaucoup avec ses adjoints. Et après, il donne sa compo. Donc, une fois qu'on l'a sait, on la donne. On la donne jamais trop tôt non plus pour pas fausser le match du soir, tu vois. Mais oui, quand on peut la donner, c'est une petite information, quoi. Alors, pour terminer là-dessus, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps sur cette partie, Alvaro, messieurs, était donné à 100%, il y a une semaine quand même, à 100% valide pour ce match-là. C'est pas 100%. Et là, on apprend dans l'équipe ce matin aussi qu'on est loin du 100% aujourd'hui. Toi, tu n'étais pas surpris par cette information? Non, pour moi, c'est trop juste. Quand on revient de blessure, après, le cas Payet est différent. Il revient de suspension. Donc, oui, au niveau du rythme, même s'il n'y a pas eu de compétition entre, on ne peut pas, surtout sur ce genre de match, ça reste quand même assez risqué de l'aligner d'entrée, même s'il a récupéré 100% de ses capacités. Je sais pas, après, c'est mon point de vue, mais le mettre titulaire sur ce genre de match, avec l'adversité qu'il va y avoir, parce qu'après, on ne peut pas comparer Strasbourg et Paris. J'ai rien contre Ajorc, mais voilà, c'est pas comparable. Je sais pas, moi, je trouverais ça dangereux de l'aligner d'entrée. D'accord. L'information de l'équipe ce matin, c'est qu'il ressent encore des douleurs, c'est ça? Ouais, en fait, effectivement, il est encore loin d'une reprise parce qu'il s'entraîne à part encore. Il court, tu vois, il fait des séances de course. Sans ballon. Plutôt sans ballon. Il a déjà commencé un petit peu à retoucher le ballon, mais effectivement, sur tout ce qui est frappe et compagnie, ça nécessite de lever toutes les appréhensions et toutes les douleurs, quoi. Et il revient quand même, c'est une fracture non déplacée, hein. C'est pas une blessure anodine, hein. Et il est dans les timings normaux, hein, de reprise. Après, il faudra avoir aussi les appréhensions sur les contacts et compagnie. Donc, on en saura plus évidemment demain avec la conférence de presse de Villas-Boas. On verra s'il a repris avec le groupe d'ici là. Mais effectivement, surtout vu le calendrier qui arrive après, est-ce que c'est une nécessité ou pas? Ça sera un calcul. Lui, il doit avoir envie quand même. Il doit avoir envie de se frotter à ça. Après, Mourad, c'est pas le genre de joueur qui a l'air de se retenir, quoi. C'est quand il y va, et je pense qu'il y va franco sans calculer. Mais si tu te reblesses. Ouais, après, c'est au staff de le réguler. C'est dommage parce que une question vu sa langue natale, ça aurait été bien pour parler à Cavani et Icardi. Allez messieurs, on s'arrête là. On s'arrête là pour l'avant-match et on s'arrête là également sur Provence Azur et Var Azur TV. Le débat se poursuit avec les paris sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille et sur footballclubdemarseille.fr où vous pouvez retrouver Mourad Décrypte par exemple, où vous pouvez retrouver les dossiers de Mourad par exemple, les 3 enseignements de Mourad par exemple, les notes de Mourad. C'est Football Club de Mourad en fait. C'est ça, tout à fait. La place qu'on lui a fait sur ce site, c'est quand même incroyable. Bientôt, c'est lui qui va devoir nous donner de l'argent. Allez, à tout de suite sur Football Club de Marseille. Et oui, comme chaque semaine, les paris FCM avec notre partenaire Unibet. C'est tout de suite, on commence avec le pari Sécure. Et le pari Sécure, cette semaine, on a choisi... On a eu du mal à choisir. On a du mal à choisir. On a un peu du mal à donner Marseille perdant. C'est toujours compliqué. On a choisi plus de 2,6
5 buts dans le match. La cote est à 1,33. Ah ouais, fallait trouver un truc. Donc ça veut dire qu'il y aura au moins 3 buts dans le match. Ça se mouiller, c'est bien. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. Je sais On pas aurait pu comment- dire défaite de l'Olympique de Marseille, mais la cote n'était pas intéressante. C'est pour ça. Je sais pas comment- je Nous, sais on pas veut comment aussi faut faire le gagner prendre, un hein. petit peu plus d'argent aux gens. Enfin, essayer de... Non, qu'est-ce que tu penses de cette cote? Voilà, plus de 2,5 buts. Bah on se ouais. met pas non plus sur qui va marquer, tu vois, on est au milieu là. Oui, bah c'est sûr que là, ils viennent d'en mettre 5. Ils avaient mis combien 4 contre Angers. Oui, tu peux partir sur ça. Ils ont un moment où ils marquaient moins de buts, quand même, pareil. Non, mais en plus, on en a mis 2. Mais, et Ouais, en plus, toi, donc t'en as on va mis en mettre deux. plein, là. Benedetto qui est aussi... Benedetto est en feu. qui peut mettre une frappe comme ça, entrée de surface. Voilà, tout à pourquoi fait. pas. Une grosse mine. Non, cette... Moi, par principe, je ne tu ne parie paries jamais sur Marseille. Sur Marseille, par Parce principe. que c'est le Alors, cœur qui prend le dessus. Du coup, C'est bon. le deuxième pari va t'intéresser, c'est le pari fou. C'est l'OM gagne. Voilà, c'est le pari fou. Pourquoi fou? Parce que la Combien cote, elle est à 12. C'est quand même fou. L'optimisme Ça est coûte pas grand-chose, de mise. effectivement, Non, mais, de miser quelques euros sur... Une Voilà. cote de 12 pour une victoire de l'Olympique de Marseille. On est vraiment dans une autre ligue, comme dit notre ami Villas-Boas. Villas-Boas. Non, la cote de 12, Mourad. Bah après, ça fait 18 matchs qu'on n'a pas gagné contre Paris, quoi. Donc, Ouais, mais quand en même, fait, il y a les faits aussi, c'est qui... on est l'Olympique de Ouais, Marseille. il fait 2 matchs. Bon, on passe à la suite parce que là... Tu sais, ça me rappelle la phrase de JHU à Téléfoot, là. Oui, peut-être qu'eux aussi n'ont pas de chance de nous croiser. Je te rappelle quand il y a eu le tirage de Coupe de France, là, il dit « Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour Paris. » Et 3-0. ils étaient censés avoir peur aussi. Ah, ils Ah, étaient ça, c'était terrifiés. Lacourte qui avait dit, il avait annoncé Paris doit avoir peur à chaque fois qu'il joue contre l'OM. Ah, bah, ils Allez. sont terrifiés. Ouais. Un pari pour Becca, du coup on sort du contexte OM, c'est le combiné. Alors le combiné, c'est les matchs des concurrents de l'Olympique de Marseille. On fait un combiné avec les Les clubs prétendus concurrents. prétendus concurrents pour les places européennes, le podium. Notamment Nantes-Monaco. On a sélectionné un nul avec une cote à 3,2. Lille-Bordeaux, également un nul, 3,45 la cote. Et puis Lyon qui reçoit Metz, une victoire lyonnaise. La première victoire de Rudy pour l'encourager. Et ouais, on est derrière Rudy ici aussi. 1,42 la cote pour une cote totale boostée de 15,88. Sur ces matchs-là, allez, sur le match de Lyon, qu'est-ce que tu en penses? Ça se Parce que tient Lyon- bien, et ça se Lyon, Ça se hier tient soir, bien. Bah, encore, Lyon, c'est... dans la lignée des matchs de Ligue des Champions de Rudy. Hein. Ouais, mais non, mais c'est plus que ça. C'est que moi, je me suis fait une réflexion hier. Je me dis, mais c'est pas vrai. C'est incroyable. Il passe de Mandanda qui a la cave l'an dernier Non, mais c'est fou. à Lopez qui était le meilleur gardien de Ligue 1 qui fait une cagade incroyable. Donc c'est sûr qu'il va avoir du mal parce qu'en plus, il n'a pas d'état de grâce. Donc oui, en plus, la pression monte. Tu sens que tu as des joueurs qui sont dans leurs petits souliers, qui ont les jambes un peu en coton parce qu'ils sont dans le dur. Bon, je pense que s'il y a un match pour se relancer, c'est celui-là. Voilà, mais donc j'ai envie de te suivre sur ça. Mais Attention à Abid Diallo, le Mais buteur ouais, de qui est à Metz. 6 ou 7 buts, hein, c'est Ouais, ça, ouais, qui est un excellent qui joueur. est bizarre parce que moi, quand je l'ai découvert cette année, il a pas l'air d'avoir des qualités vraiment qui sortent. Enfin, Ouais, il ça a est déjà batté. puissant, etc. Machin. Pas penser à Diabaté. Ouais, après, il marque des buts intéressants parce que c'est pas vraiment ce que tu appelles des beaux buts, mais c'est des buts pas faciles à mettre et il les met. Et il en est à 6 ou Ouais. 7. Je sais Et il pas. leur permet vraiment d'être un peu plus tranquille au classement. S'il perd ce match, Rudy, ça va être compliqué pour lui. Là. Est-ce Ouais. qu'il va réussir le pari d'être viré de 2 clubs différents en une Bah, année ça ciblée? ferait, effectivement, Eh, si c'est un record, ça, ou ça pas continue comme ça, bah non. Ah oui, C'est tu veux déjà dire arrivé pour ou un pas coach? Oui, c'est déjà arrivé. Ouais. De 2 clubs différents? Ouais, Oui, ouais. en Italie, les mecs, ils arrivent Palerme à et tout, Palerme, c'est ils font 3 jours, ils partent. Je crois qu'à Palerme, ils ont même viré 2 fois un même coach une année. Ouais. C'est un bon. Mais effectivement, tu peux te retrouver sur une situation un peu à la Monaco. Qu'est-ce que tu feras si tu n'arrives pas à relancer? Parce que je pense qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe à Lyon aujourd'hui. Tu vois, il vient d'arriver, mais c'est compliqué. Ouais. Après, ça changera pas. Allez, vous le savez, le pari sécure, chaque semaine, c'est penalty pour lui. Le gros débat, retour sur le Classico. Est-ce toujours un match, est-ce toujours un classique, un vrai choc de ce championnat de France? Je
vous propose d'écouter la déclat d'après-match d'André Villas-Boas. C'était juste après la victoire à Strasbourg. Il parle du Classico, c'est tout de suite. Une équipe qui joue un championnat différent de notre. Ils jouent dans notre autre ligue, évidemment, et entre la Ligue 1, mais pour la quantité d'argent qu'ils ont dépendu nous. Dépensé. Dépensé la dernière année, jouent notre championnat. Les ambitions. Vous avez une chance, quand même. Oui, évidemment, je vais jouer pour essayer de gagner. Mais c'est le Paris Saint-Germain avec tous les qualités, tous les investissements qu'ils ont fait. Peut-être à profiter un peu, mais je ne pense pas parce que Tuchel travaille très bien sur l'aspect des entraînements, qui vont être fatigués après la Champions League, mais je ne pense pas. Il n'y aura pas Neymar. Oui, c'est déjà quelque chose, mais ils ont une qualité absurde. Alors on va faire notre match, monter une stratégie, essayer de rêver, mais n'est pas le match plus important pour moi. Évidemment, il y a le Classico, mais il était le Classico dans les années arrière. Maintenant, un match que tu joues contre une autre équipe de notre ligue. Voilà, c'était la déclaration d'André Villas-Boas. Est-ce que c'est toujours un classico ou pas pour toi, c'est un classico toujours c'est un choc de ce championnat ou... Du point de vue du supporter, ça restera toujours le classico. Parce qu'il y aura toujours cette rivalité entre Paris et l'OM. Après, sportivement, ça fait un moment qu'on ne boxe plus dans la même catégorie. Pour toi, même question, ça reste un choc de ce championnat de France. Déjà, tiens, pour le quotidien sportif, l'équipe, est-ce que ça reste l'événement de cette Ligue 1 ou pas? Moins qu'avant, honnêtement. Non, ouais. Moins qu'avant. Marseille, de toute façon, par exemple sur les interviews, ils savent plus trop quoi faire en fait, parce que s'ils disent qu'ils dédramatisent, un peu comme Villas-Boas, on leur tombe dessus en disant ouais c'est un match pourtant important. S'ils font les fanfarons, dire on va leur rentrer dedans, ou alors on est meilleur qu'eux, comme avait fait Payet. Payet avait fait ça avant les 2-3-0 là, il y a un an et demi, on leur tombe aussi dessus en disant vous prenez pour qui, vous allez faire massacrer. Donc du coup, il y a très peu d'interviews tu vois, il y a très peu de. L'OM ne fait pas d'interview, même pas du tout, voilà. Non, mais parce que il y a eu les derniers moments un peu. Même pas la promo, c'est aussi faire la promo de ton championnat, quoi. Ouais, les derniers à l'avoir un peu fait, c'était McCourt et Hérault, notamment la fameuse semaine avant le 5-1. Ils étaient encore dans les émotions du Fighting Spirit, là. Il y avait encore des vapeurs, là. Il avait fait un truc avec Yahoo Sport où il avait d'ailleurs dit sur là qu'ils étaient prêts à mettre 50 millions. Le mec lui dit, est-ce que vous êtes prêts à mettre 50 millions sur un attaquant? Oui. Bien sûr. Pourquoi pas? Enfin, on s'interdit rien. Ouais. Voilà, ce qu'il a un peu traîné, McCourt. Hérault, on va contester Paris, nanana, nous on est l'équipe du cœur, on est David contre Goliath. Et ça c'était même l'an dernier, avant qu'ils viennent, il y avait un truc à l'OM Campus avec Roxana Maria. Ah, il l'avait fait avant c'était David contre Goliath, je crois qu'il avait sorti. Ça c'est une spéciale quand même, parce qu'il a déjà dit, je pense 5-6 fois facilement en interview, donc du coup c'était eux qui avaient un peu relancé la sauce avant la semaine avant le 5-1, je me rappelle. Ouais. Mais du coup, maintenant, c'est devenu un match assez neutre. Hein. Et chez nous, du coup, là, on va faire un petit papier, même un beau papier, Cardi Benedetto, tu vois, vu d'Argentine. Ouais. On va faire du tactique, on va essayer de découvrir ce que Villas-Boas va mettre en place. On va parler de choses comme ça. Même au niveau des ventes, tout ça, vous sentez un truc Si, les ventes Paris-Marseille, de toute façon, ça marche, qui que ce soit. Donc, mais plus que d'autres matchs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le match qui est devenu symbolique pour Marseille, c'est l'Olympico, quoi. C'est le match contre Lyon que tout le monde attend, quoi. On l'a dit, Mathieu, t'as tout fait à un moment. Adil Rami qui dit on va leur mettre des tampons, c'est ridicule. Le petit contre le gros, on l'a fait plein de fois, notamment je pense que le match charnière des OM-PSG depuis l'arrivée des Qataris, c'est celui dont tu parlais avec Thiago Motta qui concède un penalty. T'es à 11 contre 10 pendant tout le match, tu mènes 1-0 parce que André Ayew transforme le penalty. Et tu perds, et tu t'avais dit, et tu avais fait toute la semaine avant, genre nous on va leur montrer qu'on est une vraie équipe, eux ils ont de l'argent, mais nous on est une vraie équipe.
et tu t'es liquéfié comme jamais. Et à partir de ce moment-là, je pense que il y a eu, enfin, pour moi, il y a une bascule. Je me demandais sur le traitement, tu vois, par exemple, il y a 1 an et demi, en février 2018, on avait fait un 11, les valeurs des 11, en fait, comparer les valeurs des deux effectifs. Et c'était sympa à faire parce que on s'était un peu creusé la tête pour donner une valeur la plus juste possible, ce qui est aussi hypothétique. Hein. Mais aux joueurs de l'OM, et ça permettait de voir aussi la valorisation de l'effectif, de voir qu'il y avait quand même une certaine valorisation à l'époque. Bon, tu étais déjà quand même loin, je crois que tu étais une équipe du PSG à 1 milliard contre un OM entre 200 et 250 millions. Mais alors, cette année, on ne va pas le faire, quoi. Parce que tu vas être encore moins. Mais t'arrives à combien, là? Donc tu vas être encore plus d'un côté, encore moins de l'autre. Donc, c'est ça. donc c'est... tu vois, voilà, c'est pour te dire, tu vois, on peut, comme dit Villas-Boas... Ouais, il y a trop d'écart, là. On peut plus se raccrocher à rien. Après, une petite parenthèse, excusez-moi. Vas-y. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup après qui se basent sur ça pour dire, ouais, de toute façon, c'est normal, vous avez tant de budget de plus. Mais est-ce qu'on se pose cette question quand on joue quand nous, Olympique de Marseille, on joue contre le dernier budget de Ligue 1? Le problème, c'est que c'est jamais présenté comme ça. C'est présenté dans un sens, c'est-à-dire Paris, ils ont un budget qui est tant de fois supérieur au nôtre, donc c'est dans la limite, dans la normalité qu'on perde. Je suis d'accord avec toi. C'est une bonne réflexion. Mais c'est que tu tiens compte de l'adversité. Voilà. Là, c'est plus, tu vois, pour le traitement, en fait. Ouais, bien sûr. Oui, pour le traitement. Après, on va quand même le traiter comme un match, tu vois, de Ligue 1 classique, quoi. Mais Bien sûr. effectivement, de toute façon, même quand tu fais le compte-rendu, je faisais le compte-rendu d'OM Strasbourg dimanche soir, tu dois tenir compte du fait, par exemple, que Strasbourg a une équipe qui cette année n'a pas gagné à l'extérieur, n'a pas marqué le moindre but, c'est la dernière équipe du championnat extérieur. Donc effectivement, sans aller sur le budget, une équipe avec des mecs comme Bellegarde, Fofana et tout, qui sont des très jeunes, Simakan, etc. Donc oui, non, ça fait partie du contexte, en fait, quand tu affrontes un adversaire. Mais justement, on en revient au fait que contre Lyon, à peu près, que ce soit en termes de budget, en termes d'internationaux, en termes de joueurs, tu te rapproches à peu près de... Voilà, aujourd'hui, l'ennemi, clairement, c'est ça, c'est l'ennemi de l'OM numéro 1. Juste un petit truc, est-ce qu'en fait, tu ne l'entends pas, ça aussi, quand tu perds contre Amiens? Parce que justement, tous les supporters, ils disent pas la honte, t'as perdu contre Amiens, qui a un tout petit budget, qui a un truc. Ça revient quand même quand l'OM perd des petits matchs, ils se font défoncer aussi, voilà, sauf que tu vas peut-être pas le mettre autant en avant aussi. Et parce que sauf que l'exploit, a priori, nous, on n'arrive plus trop à le faire, quoi. Et puis après, tu as aussi la différence. C'est quoi le plus petit budget de Ligue 1 cette année? Je sais pas, c'est pas Nîmes. Ça va être Nîmes, ouais, je dirais Nîmes ou... Et c'est à quel niveau En proportion, moi non plus. Je sais pas, mais voilà. Après, en fait, le problème, c'est que... Ça doit être du 15-20 millions, tout cassé. Non, tu dois être plus que... Tu dois plus être par là. En fait, le problème, c'est que tu as Paris, tu as un niveau proportionnel, tu as tous les autres qui sont au minimum 2 fois en dessous, et après, tu as tout le reste, et tu as un écart qui est plus logique, tu vois, entre les autres. Donc, en fait, c'est cet écart entre le premier et le deuxième budget qui est trop important. Si mais tu fais un graphique en échelle, c'est encore plus spectaculaire. Quand même, tu vois. Ouais. Voilà, mais... Même si Marseille doit être au niveau dépenses, budget à près de 200. Hein. Voilà, et puis après, et puis surtout, vous voyez, c'est quand l'Olympique de Marseille perd contre Amiens, Nîmes, ce genre d'équipe, je pense qu'ils l'entendent quand même. Et enfin, je me souviens qu'après Paris, justement, l'an dernier, la fameuse mi-temps de haute volée que Jacques-Henri Hérault dit on leur a tenu tête, etc. On perd contre une petite équipe pas très longtemps après, il me semble. Et justement, je me souviens l'avoir souligné, d'avoir dit là, là le budget s'était inversé. Pourtant, Tu enchaînes, mais c'est quand même moins récurrent dans le sens inverse. Ouais, mais c'est aussi parce que justement, tu es censé être dans le même groupe d'équipes en fait, et que tu l'es plus. Et là, on peut rebondir sur Villas-Boas. Quand Villas-Boas, il dit c'est une équipe d'un autre championnat. En effet, je pense que Paris, s'il jouait en première ligue avec des Manchester City, Liverpool, même des équipes comme Arsenal qui ont des budgets beaucoup plus conséquents que toi, ben, ce serait plus logique. En effet, il semble plus faire partie de ce championnat-là que de... Sur le Tech City, quand tu regardes les budgets, Liverpool et compagnie. Mais moi, Villas-Boas, je trouve sincère sur ça parce que d'un autre côté, justement, il dit aussi notre place doit être sur le podium. C'est-à-dire qu'il il va pas se cacher comme d'autres pourraient faire en disant
Ouais, non, mais après la saison qu'on a fait, 4e, 5e, on va tenter le top 5, etc. et tout. Il dit non, attendez, même si notre effectif est court, on est un club dont la dimension, le budget, tout ça, les ambitions doivent être le podium. Et sur ça il a raison. C'est là que tu vois le vrai problème de l'OM depuis 6-7 ans, c'est qu'il n'a pas été sur le podium. Tu vois. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est une incongruité presque. C'est pour ça qu'on accuse un peu la Villas-Boas de sortir le parapluie, enfin on l'a accusé. C'est un peu ça aussi. Mais est-ce que c'est pas... En fait, parce que la conférence de presse d'après-match, je l'ai relancée 2-3 fois. Alors, je pense que la chef de com de l'OM voulait que ça se termine, mais parce que justement ça m'intéressait, parce que lui est supporter d'un grand club qui s'appelle le FC Porto. Et donc je lui ai demandé, par rapport Porto, si un Porto Benfica était rangé comme plus un classico, etc., est-ce que ça vous ferait pas de mal? Donc il a expliqué son truc, etc. Et en fait, ce qui est surtout revenu, c'est le mot réaliste. Et il disait, oui, je vais essayer, truc, et puis je suis réaliste. Et en fait, est-ce que tu peux dire qu'il n'est pas réaliste quand il dit que Paris est une équipe qui a des moyens d'un autre championnat et qu'il y a très peu de chances qu'ils parviennent à faire quelque chose? Si tu regardes les statistiques, oui, il est réaliste. C'est la réalité. Et pourtant, mais d'un autre côté, on en parlait dans une autre émission, c'est la seule personne au club qui a clairement dit « je veux être sur le podium », ni Jacques-Henri Hérault, ni Andoni Zubizarreta. Donc voilà, il est réaliste sur ce match-là, difficile de lui donner tort, et d'un autre côté, il se plante pas parce que les vrais objectifs, il dit « je veux être sur le podium et gagner une coupe, et je veux finir avec quelque chose dans les mains et pas lier Gangam ». Et donc, c'est pour ça aussi que Lyon est devenu le rival, l'ennemi peut-être numéro 1 maintenant, ou pas, côté supporter. Tu préfères détester Lyon ou détester Paris? Je mets sur le même niveau d'égalité. Après, pour en revenir à Benfica-Porto, le contexte du championnat portugais n'est pas le même que celui du championnat français non plus. C'est-à-dire que moi, depuis ma plus tendre enfance, c'est Benfica, Porto, Là, tu as eu Braga, il me semble, il y a quelques saisons qui étaient pas mal. Mais sinon, dans le championnat portugais, c'est quand même le classique. Mais ce qui est bien aussi avec Lyon, c'est que pour installer cette rivalité, c'est que tu as un tunnel en fait historique en fait. Tu as un président qui est toujours là. Ouais. Ça fait 30 ans qu'il est là, plus. Lancé par tapis. Enfin, conseillé par tapis et puis invité à prendre un club par tapis. Voilà, ouais. En plus, il a fracassé tous les plans de l'OM, il adore ça. Du coup, tu te crées, t'as quelqu'un en face, tu vois, ça incarne la rivalité, tu as ça, tu as les histoires d'arbitrage, tu as quelques matchs avec des rebondissements, et donc cette concomitance au classement, ou dans les ambitions, dans les budgets. Donc c'est vrai que... sur les recrutements aussi, sur les recrutements de joueurs, souvent tu es un petit peu sur les mêmes joueurs. Tu as envie de dire quoi sur Nasser? Qu'est-ce que tu veux dire? En plus, son nom, il est pas bien pour commencer des chansons, tu vois. Jean-Michel, c'est Nasser, si tu veux, il est presque désincarné, tu vois, il est dans l'ombre, en fait. Donc tu vas pas l'attaquer. Je sais même pas tu sens que Nasser, ça au MPSG, je sais pas si ça le représente plus pour lui que PSG Lyon, PSG Monaco. Mais est-ce que même c'est pas toute l'équipe du PSG finalement qui est désincarnée? Parce que même à la plus... Non, mais je veux dire par rapport à l'OM, est-ce que tu vois les joueurs du PSG, ils sont intouchables, et même à la grande époque de Lyon, quand ils gagnent 7 titres d'affilée, tu peux te dire, il y a tu vois, quand Lyon venait ici... je peux faire peut-être un transfert, tu as pris Ben Arfa à l'époque? Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'ils étaient bien plus structurés, ils étaient bien plus forts, mais sauf que tu regardais certains joueurs de ton effectif, tu te disais, Ribéry, Nasri, Cissé, Pagis, t'avais des mecs, tu te disais, ils dépareraient pas en face, quoi. Alors que là, tu te dis, non, quoi, ça a plus rien à voir. En fait, ça a plus rien à voir, c'est ça. Tu vois, tu peux pas Mbappé, tu peux pas... Et surtout, par exemple, je prends la nouvelle génération, les petits, pour un petit ou deux qui sont au stade, qui font les cakes, qui se marrent, tu vois, en faisant des doigts à Neymar ou Mbappé, t'en as 100 à Marseille qui vont quand même les trouver forts parce qu'ils aiment le ballon, tu vois, donc, et qui vont peut-être reproduire leurs courses ou leurs dribbles sur YouTube, sur le terrain, tu vois, enfin sur leur playground, quoi. Donc ça fait aussi, tu vois, que
Ouais, l'écart n'a jamais été entre Je Lyon pense et que les, contents, Marseille. les petits Marseillais sont contents si Marseille gagne, tu vois, contre Paris, ils seront contents, mais si tu Ils si sont aussi Mbappé- contents quand ça perd en Ligue des Champions. Non Non, mais si Mbappé marque, si tu veux. tu penses que ça fait quoi? Ça fait rien, non? Ça fait quelque chose? Je pense qu'un petit aujourd'hui, Ah ouais je pense qu'un Mais un petit de quel âge? Un petit de 8-12 ans aujourd'hui, il aime bien Mbappé Neymar. Hein. Moi j'en vois dans l'école de mon fils. Bah tu vois. Moi les gens qui sont contents, les gens qui sont Limite, je suis prêt à tacler dans la cour de réclame. Mais c'est ça. Mais moi, c'est ce que me disent les éducateurs. Et ben, comme mon ami Brahim, qui est, je crois, toujours au Burel, Brahim Graria, effectivement, il me dit, moi, je leur dis pas le maillot du PSG. C'est interdit. Et je vais voir les parents et tout, quoi. Lui, il avait les U6 ou U7, je sais plus. Et si tu veux, voilà. Donc, Ouais, mais souvent c'est les maillots de l'équipe de France aussi. C'est pas, non, pas les Mbappé, maillots du c'est pas les. Moi, enfin, Ah, les dans maillots les du cours d'école, j'en PSG, avais pas vu ici, beaucoup. ça pullule à Marseille, Ça t'en as pullule, il faut- partout. Non, il y en a de Ouais. plus en plus. Les Non, maillots- on ne le dit pas. Il faut qu'on le mette sous le tapis. On n'a pas jour envie de de le dire. match, où là, c'est vrai que jour de match, tu retrouves à Marseille historique, c'est-à-dire, j'aime bien Marseille le jour de match parce que tu vois là, Ouais. tout le monde sort son plus beau survêt de bleu ciel, c'est des trucs un peu interdiction de mode, quoi, mais fashion victime. T'as les maillots différents, les Ericsson, les Panasonic, les trucs. Le jour de match à Marseille, tu retrouves ces maillots de l'OM. Alors avant, c'était peut-être presque tous les jours avant. Je n'ai pas une expérience plus de 10 ans, mais par contre, tu vois régulièrement des maillots du PSG. Ouais, t'en vois beaucoup trop. Ah, ça s'est démocratisé beaucoup dans les quartiers. Moi, j'étais au 13 je joue au 13 by Puma tous les mardis. Tu vois, des maillots du PSG. Ah bah, Mais dans les quartiers, ça s'est beaucoup démocratisé. Après, bon, ça m'est arrivé de poser la question, mais sans agressivité. C'est souvent des gamins, des ados, quoi. Ouais. Jusqu'à la vingtaine. Et, en fait, il y en a beaucoup qui me disent, mais par rapport au design, machin, tel survêt, il est beau. Et puis, Cette Et- partie et- me dérange un ça peu. me Je Comme pense ils en qu'on ont un va joueur, zapper. comme ils en ont un joueur, mais ils n'aiment pas Paris, tu vois. Ils n'aiment pas le PSG, Ouais, mais tu peux aimer Mbappé, ou tu vois. Tu peux aimer Mbappé ou pas, Morad? next. Mais non, pas next. Exprime-toi. On veut la vérité. Est-ce que tu peux aimer Mbappé? Non, tu peux pas. Clairement, tu peux pas. Allez, on passe du coup à Liadji parce qu'on peut aimer Liadji. Ah. Voilà, c'est le petit débat. Allez, messieurs, on va terminer par un petit débat sur Liadji parce que voilà. Encore une fois, Info l'équipe ce matin, on fait beaucoup de pubs pour. On fait le service après-vente on de fait le l'équipe. service sympa, après-vente ici. Et d'ailleurs, tu as dit qu'il allait y avoir des trucs tactiques. Est-ce que c'est Raphaël Cosmidis qui va les écrire? Non, quand je te disais les trucs tactiques, c'était plus pour lui. Ça peut être a posteriori, tu vois, après le match, d'analyser, où il y a Dan Perez aussi qui fait ça. Aussi, ouais. Les deux, ouais. Mais non, nous, ça sera plutôt essayer de vous expliquer ce qu'il va mettre en place. Mhm. Donc, on va essayer de. Ok, donc tu vas essayer, tu vas D'arriver camper au- dans les collines derrière. C'est ça, on va déjouer les pièges, les embûches semées par Elodie Ah, c'est Malatré vrai. et l'OM pour essayer de savoir. Ils mettent des pièges, genre des pièges comme pour les animaux. Non, pense- mais ce que leur grand jeu, Des pièges à leur grand jeu et Pièges. Jacques-Henri, tu sais, il fait un point mensuel. Le pied dans un truc. Il fait un point mensuel, Jacques-Henri Hérault, auprès des salariés. Et là, il leur a dit, c'était la semaine dernière, oui, il y a des ennemis dans la presse, des anciens salariés leur parlent, ce sont des rats délateurs. Il ne faut, voilà. Donc, il en a cité, il a cité quelques médias. Je ne sais pas s'il nous a cité on the record, mais en tout cas, il a cité les noms, tu vois, mais il a cité quelques médias. Nous, il nous a pas cité, rassure-moi. Non, nous on est médias amis. Il y a dans le. Nous, Ah non, mais on raisonne un peu comme ça, tu vois, ça fait un peu peur, mais effectivement, tu as médias amis, médias ennemis. Et c'est vrai que du coup, ils aiment bien nous mettre des petites embûches sur les trucs comme ça. Mais après, on a aussi le plaisir de leur montrer qu'on fait du bon taf. Là. Tu vois, j'ai vu Ricardo Carvalho hier, et on essaie de D'accord. faire un truc super avec un mec passionnant. Voilà. mais sur le Classico? Non, Ricardo Carvalho, ça sera d'accord. normalement pour la semaine prochaine, et ça sera plus sur André Villas-Boas, sa méthode de fonctionnement. Voilà. Bon, alors, Liadji, Alors, Liadji, oui, pardon. dis-nous tout. Parce que là aussi, on lâche André Villas-Boas, il nous dit que c'est fait, qu'il y a accord de principe. Du coup, on a commencé à floquer les maillots et tout. Et en fait, non. Non, mais Liadji, en fait, c'est à la fois simple et compliqué, parce que, si tu veux, ils se sont vus pour la première fois le 14 juillet à Glasgow, là, à l'hôtel où étaient les joueurs.
Moussa Sissoko, l'agent, et Andoni. Andoni a dit voilà, contrat de 3+2, on vous propose tant. Moussa Sissoko a dit bah non, nous on veut tant. Voilà, nous, notre position, c'est tant. C'est plus sur le montant que sur la durée du contrat. Oui, sur ça c'est assez, des contrats assez classiques, tu vois. Donc tu vois, tu as un écart de 1 à 3, je pense, tu vois, je caricature parce que bon, on va pas donner des chiffres sur un petit, tu vois, pour pas mettre en porte-à-faux sur les réseaux et compagnie. Donc il y a un écart de 1 à 3, et depuis, si tu veux, ça négocie. Voilà, ça négocie, l'OM essaie de s'en rapprocher petit à petit, tu vois, il lâche un petit peu plus à chaque rendez-vous. Et comme là, il y a Jacques-Henri Hérault qui est venu au dernier rendez-vous pour voir un petit peu, pour sentir un peu la tendance. Et à côté de ça, les agents de l'IAG, eux, ont beaucoup de contacts avec des clubs étrangers, des clubs français. Mais si tu veux, ces clubs-là, s'ils veulent le prendre, ils le prendront, si tu veux, libre l'an prochain, tu vois. Ils vont pas payer pendant l'année, si tu veux, le créneau d'acheter l'IAG. Ah oui, ils sont pas prêts à le prendre. Si tu mettais 5 millions ou 10 millions, c'était cet été, quoi. Tu vois, comme a fait un club anglais pour Animal Bégerie de Monaco, tu vois. Il a mis quelques millions d'euros, je crois que c'est Bristol, si je dis pas de bêtises. Donc, si tu veux, ce créneau-là est passé. Donc, le temps joue plutôt pour l'OM, parce que s'ils le mettent à la cave, il va être à la cave pendant 6-8 mois, il va sortir. Mais c'est pas la tendance non plus, parce que Villas-Boas l'aime bien humainement et sportivement. Et donc, si tu veux, et à côté de ça, ils font pas de surenchère non plus. C'est la position du 14 juillet, tu vois. Ils ne demandent pas 2 fois plus parce qu'il a joué contre Naples, tu vois. Donc, ce que nous disent un peu les deux camps, c'est que les radélateurs proches de Jacques-Henri et les représentants, c'est que on devrait y arriver. Ouais, mais attends, ça fait 6 mois qu'il dit ça. On devrait y arriver. Non, ça fait... Camara, ça a duré plus longtemps. Oui. Camara, ça a duré plus longtemps. Donc on devrait arriver à trouver une solution. On a un petit qui a envie de rester, qui est d'une très très bonne mentalité, bon, comme la plupart des petits de l'OM qu'on signait pro récemment. On a des petits, c'est des bons entourages, sa mère est top. Donc il n'y a pas, voilà, je pense que là, honnêtement, il y a eu aussi le débat sur Moussa Sissoko, tu vois, qui est apparu, oui, Moussa, s'il voulait le mettre à Barcelone, ça serait fait depuis longtemps. Donc je ne crois absolument pas que... Becca, pour toi, ça te gêne que ça traîne en longueur comme ça, ce dossier? Parce que c'est un joueur qui pourrait déjà peut-être rendre des services à Villas-Boas. En tout cas, il aurait eu sa chance avec la blessure de Thauvin. Ah oui, sportivement peut-être, mais après, est-ce que fondamentalement il est prêt? Parce il me semble qu'il sort des U17, qu'il n'a pas évolué en National 2. Après, il a commencé. Oui, mais maintenant c'est récent. C'est très récent. Après, passer le palier des U17 à la Ligue 1, c'est quand même un écart qui est énorme. Après, est-ce que ça traîne en longueur? Après, ils doivent avoir leur raison aussi. Après, dans le microcosme marseillais, on entend certains bruits. Après, qu'est-ce que ça vaut? On n'en sait rien. Mais de ce que j'ai entendu, moi, par rapport au Jean de son quartier, parce que je suis déjà tombé sur lui, d'ailleurs, le lendemain de Naples, il y a quelqu'un qui vient le chercher, tu vois que c'est un gamin, quoi. Il n'a pas le permis, il est jeune. Quelqu'un qui vient le chercher en voiture pour aller à l'entraînement, il a l'air simple, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Lui, son vœu en tant que footballeur, c'est d'évoluer sous le maillot de l'Olympique de Marseille au plus haut niveau. C'est son vœu, c'est ce qu'il voudrait. Après, au niveau des agents, tout ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est en gros de dire, comme notre ami JHE dit, j'ai un prix de réserve pour les transferts. Ouais, d'accord, mais il y a toujours... Ça débat autour de ça sur le prix de réserve d'un jeune potentiel comme ça. Il y a toujours un prix ça. Il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'agent, il n'y a pas d'OM qui va au clash, il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas un dossier pour moi. Sauf que c'est toujours, on a l'impression que c'est toujours le même type de négociation. On discute, et à la fin... on paye ce qui est demandé. Et on perd du temps, non? C'est pas ça? Oui, sur Camara, ça a été ça, oui. Au niveau du contrat pro, au niveau là, il a obtenu tout ce qu'il voulait à chaque fois. Tout ce qu'il voulait. En fait, c'est ça qui est un peu embêtant vu de l'extérieur, c'est que tu te dis,
Pourquoi toutes les négociations doivent durer 6 mois, 1 an, 2 ans? Pourquoi c'est pas possible d'aller plus vite? Je sais plus si c'était dans l'équipe aussi cette histoire du rendez-vous de Zubizarreta pour dire on se reverra mais on retourne de vacances. Donc en fait pourquoi bon après c'est vrai que c'est un running gag un peu les vacances de Sopi qui était avec moi en Airbnb à Berlin, on a partagé les frais, mais je veux dire il y a pourquoi ça peut pas aller plus vite? Et après on se dit aussi en fait oui, l'OM se met en danger parce que forcément les jeunes à fort potentiel, et ça intéresse plus de monde. Donc là comme tu as dit, le temps joue pour l'OM, mais si ce truc s'étire et que ça continue comme ça et je sais pas parce qu'un club peut aussi le prendre en décembre, janvier pour la fin de son contrat et le faire signer. Oui, mais ça veut dire qu'il devra quand même rester 6 mois à la cave, tu vois. Voilà, mais quand t'es jeune à cet âge-là, t'as besoin de jouer. Ouais, mais regarde, on est déjà au mois de novembre quasiment. Putain, mais justement, est-ce que ça traîne en longueur est-ce que ça traîne pas en longueur, justement par rapport au fait qu'eux estiment qu'il n'est pas encore tout à fait prêt pour le plus haut niveau? Non, c'est peut-être pour ça qu'ils ne mettent pas non plus... C'est sur des questions vraiment contractuelles. Ils ne sont pas encore d'accord. Parce qu'après, Villas-Boas, tout en l'aimant bien, il ne va pas le faire titulariser à tous les matchs. Non. Villas-Boas est très conscient des défauts et qualités de ces jeunes et c'est quelqu'un qui va faire, faire travailler. Quoi. Il a clairement dit que ça le freinait aussi dans sa progression. Tu vois, quand il dit ça, je pense aussi qu'il dit dans sa tête, c'est pas simple pour un jeune comme ça. Tu vois, à Amiens, il fait une mauvaise rentrée comme il l'a dit lui-même. Je pense que tu as beaucoup d'attentes et en plus tu n'as pas signé pro. Et puis du coup on parle de lui, tu vois, forcément tu lis les et réseaux. ça crée une attente. Je sais qu'il y a même eu quelques réflexions dans le vestiaire d'autres jeunes qui ont dit en gros qu'est-ce qu'il attend pour... Tu vois, des petites piques, pas méchant, mais oui, ça fait parler. Donc quand t'entends ça ou quand on te le rapporte, ça... Voilà, parce qu'il s'est fait il s'est un peu fait détruire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, parce que franchement, il y a eu des insultes et tout. Il y a eu grosso modo la teneur, c'était il nous fait chier à vouloir plein d'argent et puis quand tu le mets sur le terrain, il est capable de rien. Alors que voilà, comme Becca l'a dit tout à l'heure, le mec il a un énorme gouffre aussi de niveau à passer. L'argent, c'est pas lui qui le demande, lui il veut signer à l'Olympique de Marseille et c'est pour ça que moi toute cette situation m'embête parce que t'as l'impression qu'elle se répète et que c'est toujours tout est tiré en longueur. Et ensuite, il y a une autre réflexion qui fera plaisir à Ryan qui est derrière les caméras, qui m'en parlait ce matin. C'est un peu la mise en avant trop importante des jeunes et ce qui se passe, je veux dire, il y a 10 ans, quand Gary Boccali signait pro, personne s'en foutait, tout le monde s'en foutait plutôt. Et maintenant, justement, c'est jeunes et ce qui est créé autour d'eux. Et puis la com du club aussi, qui crée. J'ai vu ce matin sur Twitter une petite vidéo de Marley Haquet qui faisait un petit truc, etc. Il y a toute une réflexion à apporter à ça. Pourquoi tu mets les jeunes dans cette situation-là? Parce que les mecs qui ont 17 ans, moi je me dis déjà, je comprends pourquoi des mecs qui avaient, il y a 10 ans, qui avaient 20 ans, qui touchaient 50 000 euros, pourquoi ils pouvaient péter un plomb? Parce que moi à 20 ans, tu m'aurais donné 50 000 euros, je sais ce que j'aurais fait, et j'en ai aucune idée. Je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, donc ensuite... attends, je gagne bien ma vie. pour l'amour du maillot aussi. Non, l'amour du maillot. Il y a les tickets du resto qui arrivent en plus. Mais donc maintenant tu te dis, donc les mecs en plus de ça, en plus d'avoir ce qui leur est normalement dû parce que c'est les acteurs du football, donc ils réclament certaines choses, etc. En plus de ça, ils sont mis en avant un peu partout, ils sont surexposés de partout et en plus de ça, le club a du mal à gérer des négociations de contrat. Donc bref, tout ça, ça me dérange un petit peu en fait. Allez Mathieu. Juste pour terminer sur le truc des jeunes à Marseille, c'est à double tranchant, comme dit Mourad, parce que si tu mets en avant tes jeunes, c'est très bien. Surtout que la plupart, c'est comme ce petit Isaac, c'est des bonbons. Moi, je fais des super portraits, je me régale. J'ai fait les portraits de tous les jeunes, c'est des bonbons, Ali Abdallah Mohamed, etc. C'est génial. Super mentalité, super mec. Par contre, sportivement, est-ce que tu pourras avoir les mêmes ambitions? Voilà, je dis juste ça, c'est à double tranchant. Tous les clubs qui ont lancé beaucoup de jeunes, on se rappelle de Rennes à une époque. Plus tu as de jeunes dans ton équipe, forcément. plus
tu vas prendre le risque. De toute façon, ils vont se gameler, ils vont tomber pour après progresser, pour arriver au niveau optimal. Mais pendant un premier temps, ils ne seront pas parfaits. Donc il faudra, comme dit Mourad, être plus tolérant avec eux, avoir plus de mansuétude. Et ensuite, est-ce que tu ne devras pas baisser aussi tes objectifs un petit peu globaux? C'est une question. Ça nous fera un bon débat. Ça sera un prochain débat. Parce que d'ailleurs, ne lance pas Mourad là-dessus, s'il te Quand plaît. Il Lyon va a faire 3 heures lancé sinon. beaucoup de jeunes, Ouais, c'était à l'époque C'était où, à l'époque où ils où construisaient ils étaient le dans le stade et où ils avaient moins d'argent. Tout à fait. Allez, on s'arrête là et ça sera un gros débat prochainement. Juste pour vous dire, avant de vous remercier, que dimanche, on lance notre chaîne Twitch. Ok, Twitch. Je ferai pas la blague que j'avais prévu de faire parce qu'on m'a Dieu déconseillé merci. de la faire. On m'a dit que c'était peut-être malaisant, donc je vais pas la faire. C'était Mais très malaisant. pour ton information, J'ai on vu fait ça sur les réseaux. Ouais, ouais. t'as vu, Ouais, ouais. voilà, on se lance sur Twitch et Non, ne fais pas du ta coup, blague. on commentera le match de l'Olympique de Marseille contre Paris ici en direct avec Jean-Charles Debono, avec Mourad Décrypte et avec son ami du podcast Nico. Voilà, c'est dimanche. Nico comme elle vient. Voilà, Nico comme elle vient. On Dimanche, embrasse. on prendra l'antenne un petit quart d'heure avant le match. Voilà, Et grosso modo. jusque gros débrief après le match, voilà, 20 minutes après le match. Merci Mourad, merci Mathieu, merci Becca. À très Merci bientôt à vous. sur Football Club de Marseille. Prochain débat Foot Marseille, ce sera lundi. Ciao, ciao.